Pouvez-vous vous présenter ainsi que présenter votre parcours? Moi je m'appelle Anne Le Goff, je suis enseignant-chercheur à l'UTC dans le laboratoire biomécanique et bioingénierie. Donc mon parcours, j'ai fait une prépa physique-chimie au lycée Faber à Metz. Ensuite j'ai été élève pendant 3 ans à l'école polytechnique. J'ai fait ma 4e année en master recherche à Jussieu, en master physique des liquides. Et puis j'ai décidé de continuer en thèse, donc j'ai fait mon stage de master 2 et ma thèse au même endroit. C'était le laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes, PMMH, qui est situé à l'ESPCI, donc l'école de physique et de chimie de la ville de Paris, dans le 5e. Et au cours de cette thèse, donc, j'ai travaillé sur l'impact de particules solides sur des interfaces liquides. J'ai lancé des projectiles sur de l'eau, de l'huile, de la mousse, des films liquides, et j'ai regardé comment ils rebondissaient, comment ils ralentissaient, etc. Donc ça n'avait rien à voir avec la biologie ou la bioingénierie à l'époque. Et puis ensuite, après ma thèse, je suis partie 1 an en Allemagne, en postdoctorat, à Göttingen, dans un laboratoire qui faisait de la microfluidique. Donc j'ai découvert la microfluidique là-bas. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris et j'ai travaillé dans 2 laboratoires différents à faire des applications de la microfluidique à des questions de biologie. Donc, j'ai travaillé un petit peu à l'université Paris-Descartes, dans un laboratoire qui faisait de la microbiologie. Et puis ensuite, je suis retournée à l'ESPCI, mais cette fois-ci dans le laboratoire Gulliver, pour travailler avec Mathilde Ressa sur le projet de développer des systèmes microfluidiques pour la production de plaquettes. Donc c'était un projet, moi j'étais dans l'équipe ESPCI, et puis c'était en partenariat avec Dominique Baruch à l'université Paris-Descartes, et puis la start-up Platode qui développait le côté industriel du projet. Et donc depuis 2013, je suis arrivée à l'UTC, et donc j'ai continué à travailler avec Mathilde et Dominique pour m'intéresser plus, alors moins à l'aspect production à l'échelle industrielle, mais plutôt à l'étude à l'échelle de la cellule unique, de la façon dont les mégakaryocytes se déforment pour former des plaquettes. Et donc dernière équipe, c'est celle à laquelle j'appartiens moi, c'est l'équipe interaction fluide-structure biologique. Donc là, vous avez vu une équipe qui était très bio, une équipe qui est assez mécanique et électrophysiologie. Et ici, c'est aussi une équipe qui est assez mécanique, mais mécanique des fluides. Et donc nous aussi, on travaille à différentes échelles. Alors nous, on est toujours en lien avec le sang, d'une façon ou d'une autre, parce que c'est quand même le principal écoulement dans le corps humain. Et donc il y a deux grandes familles d'études dans notre équipe. Il y a des études qu'on appelle à l'échelle grand vaisseau. Qu'est-ce qu'on fait nous? On étudie l'écoulement sanguin dans des situations d'écoulement physiologique. Après nous avoir expliqué l'organisation du laboratoire, le professeur Le Goff nous a conduits dans une salle expérimentale afin de nous présenter les différentes étapes de production d'un système microfluidique. Comment expliquer le principe du système microfluidique? Oui, donc l'objectif c'est d'avoir un système microfluidique dans lequel on injecte les mégakaryocytes qui sont les précurseurs des plaquettes, et on les soumet on leur tire dessus pour les forcer à s'allonger et à se casser en petits morceaux qui sont les plaquettes. Donc pour leur tirer dessus, nous on a choisi de les immobiliser à la paroi de
piliers qui sont parsemés un peu partout dans notre dispositif. Et une fois qu'il est attaché à un de ces piliers, le mégakaryocyte, sous l'effet des forces exercées par l'écoulement du liquide autour de lui, le mégakaryocyte s'allonge et se rompt pour former des plaquettes. Vous avez vu dans l'article, c'est des versions un peu plus grandes de ce dispositif-là. Donc ce dispositif-là, il y a donc un trou à l'entrée, un trou à la sortie. Il y a deux grandes piscines triangulaires. Et puis entre les deux, il y a des petits canaux droits qui relient ces deux piscines. Et ce qu'on ne voit pas, nous, à l'œil nu, c'est que dans chacun de ces canaux droits, il y a des piliers de 30 microns de large sur lesquels on a absorbé du facteur de Willebrand et qui servent à piéger des mégakaryocytes pour qu'ensuite l'écoulement exerce sur eux une force qui les aide à s'allonger et à se fragmenter en plaquettes. Pour fabriquer ce genre de dispositif, alors on le fabrique en PDMS, donc PDMS c'est polydiméthylsiloxane, et donc c'est un élastomère à base de silicone, donc c'est mou, c'est transparent, c'est biocompatible, donc ça a pas mal d'avantages parce que ça se prête bien à l'observation au microscope, c'est compatible avec la survie des cellules, c'est perméable au gaz, donc ça veut dire que si on met des cellules dedans et que on a une atmosphère autour où on a la concentration en oxygène et en CO2 qui est celle qu'on souhaite, on peut faire de la culture dans ces systèmes. Donc on travaille beaucoup avec cet élastomère à base de silicone. Donc pour fabriquer ce genre d'objet, nous on le fait par moulage. Donc notre PDMS, au départ, il est à l'état liquide. Donc c'est ce que Souleymane était en train de préparer là. C'était un mélange entre de l'huile silicone, donc un liquide transparent, et du réticulant, donc qui est un produit chimique qu'on rajoute à cette huile pour la faire polymériser et former un solide. Donc on mélange les deux et puis on verse ce mélange à l'état liquide sur un moule. Donc le moule, il ressemble à ça. Ça c'est un moule donc, qui lui est en silicium. Donc c'est la surface qui est très plane, très lisse comme un miroir. Alors pourquoi le silicium? Le silicium c'est un matériau donc, qui est cristallin. Et donc qui a la propriété de se cliver, donc de faire des plans cristallins qui sont extrêmement lisses. Et donc la surface ce qu'on appelle un wafer ici, une pastille de silicium, c'est quelque chose de lisse à l'échelle moléculaire. Donc c'est vraiment extrêmement plat. Et donc on a en résine ici un dépôt qui en relief a la même forme que ce qu'on veut avoir nous comme creux dans le canal. Et donc pour fabriquer ce dépôt, on utilise des résines qui sont au départ liquides. Donc on verse un peu de résine sur notre disque de silicium. On fait tourner ça très vite à l'aide d'un spin cutter, donc une machine qui tourne à grande vitesse. Et donc à la fin du spin cutting, on récupère notre wafer enduit d'une couche de résine d'épaisseur uniforme. La résine en question est dite photosensible. Elle se rigidifie au contact des rayons UV. C'est pourquoi sa manipulation requiert une pièce coupée des rayons du soleil. Il existe 2 techniques différentes pour donner la bonne forme de motif à notre moule. La première correspond à l'utilisation de calque et de faisceaux dirigés sur l'ensemble de celui-ci. La résine se solidifie donc selon le motif du calque. La deuxième utilise un laser UV statique, sous lequel va être placée une plateforme mobile qui va bouger en fonction du motif voulu. Est-ce que cette machine, elle travaille avec l'autre, avec l'aide des calques, ou c'est une alternative? C'est une alternative. Ok, ouais. d'accord. Donc celle que vous voyez au fond, elle a
un des problèmes qu'elle a, c'est que si on a des surfaces qui sont assez épaisses, on diffracte la lumière, donc on a des murs latéraux qui ne sont pas droits. Le laser, pour ça, il est plus précis pour vraiment traverser une couche de résine même épaisse et faire des murs latéraux qui sont droits. Et pour certaines applications, le fait que les parois latérales ne sont pas droites, ça peut être un peu gênant. Se promener pour aller écrire, pour aller dessiner la forme qu'on avait envie de faire, c'est pas tout à fait vrai. En fait, le laser ne bouge pas. Et en dessous, il y a une platine motorisée, donc c'est l'échantillon qui se déplace en dessous pour faire la forme qu'on a choisie. Et donc là, on a notre wafer en silicium qui est très rigide et notre PDMS qui, lui, il est solide mais mou. Donc on va s'en sortir en démoulant le canal mou de son moule rigide. Alors il faut être un peu délicat parce que le silicium c'est très cassant. Avec une lame juste enlevée, j'ai une pellicule de PDMS qui s'est faufilée sous mon moule. Donc là, il y a une peau à retirer. Donc là, pour l'instant, par rapport au canot qu'on veut fabriquer, on a le plafond et les murs, mais on n'a pas le plancher. Là, on a des surfaces qui sont texturées, mais qui sont encore ouvertes. Donc la dernière étape qu'il faut faire, c'est coller ça sur une lame de verre. Ou sur un bloc de PDMS comme celui-là, si on veut un objet qui est complètement flexible à la fin. Donc là, j'ai mon poinçon, donc je vais faire un trou 0,75 mm. Donc je plante mon poinçon. Il faut bien que je vérifie que j'éjecte la matière qui était sortie. Et puis là, mon poinçon est bien planté dans le PDMS. Et pour le ressortir, je suis obligée de me servir de mes mains. Alors, je peux pas, même si je le secoue, il ne tombera pas. Donc je vais être obligée d'appuyer. Si je fais ça et que j'appuie sur mes motifs, c'est gênant, je vais mettre des grosses empreintes digitales et ça va tout polluer. Donc ce qu'on fait, c'est que pendant qu'on perce, on va protéger la surface. Et donc il faut aller percer dans la partie un peu large de chaque goutte d'eau. Nous découpons donc nos 3 moules et nous les disposons sur une lame de verre propre, motif à l'extérieur. Notre montage va être placé dans une machine à plasma afin d'activer la résine de PBMS. À ce moment-là, nous avons les murs, le plafond, mais pas le plancher. Nous allons alors retirer notre moule de la plaque pour le placer sur une lame de verre vierge. Cette fois, motif contre verre. Notre moule est prêt. Il ne manque plus qu'à insérer les tubulures dans nos trous préalablement percés afin de permettre l'écoulement de notre futur liquide. Il est rigide, mais il n'est pas si rigide que ça, donc ça c'est l'étape vraiment pénible. C'est quand on essaie de planter les tubulures et qu'elles se plient au lieu de se planter. Là, on risque pas de déformer le trou Non, alors le trou il est souple, donc
oui, tu vas le déformer pendant que tu plantes. Mais en fait, le fait qu'il se déforme participe à l'étanchéité de ton assemblage. En fait, c'est parce que tu as un tuyau qui est relativement rigide et puis autour, tu as le PDMS qui, lui, se déforme pour laisser rentrer ce tuyau rigide et c'est comme ça que ça tient. Tu as parlé l'idée de ce projet, donc le projet sur les plaquettes. Et comment s'est formée l'équipe? Comment l'organisation des recherches s'est-elle faite? Alors, l'historique, au tout début, moi, j'étais pas là, donc je peux vous raconter ce que j'en sais, mais la personne qui était vraiment le pivot de ce projet-là, c'est Dominique Baruch, donc qui est chercheuse à l'INSERM et puis qui rejoint maintenant le laboratoire BNBI. Et qui est vraiment spécialisée en hématologie et qui a travaillé beaucoup sur les plaquettes et sur leur formation et qui est l'une des premières à avoir eu l'intuition que les forces exercées par l'écoulement sanguin aidaient les mégakaryocytes à se fragmenter en plaquettes. Et donc elle avait travaillé avec des dispositifs microfluidiques commerciaux dont elle avait recouvert les parois de facteurs de Gilbrandt pour forcer les mégakaryocytes à interagir avec les parois et profiter des forces de cisaillement qui existent à la paroi d'un système microfluidique. Et donc en 2010 ou 11, je ne sais plus, elle est allée chercher Mathilde Ressa à l'ESPCI parce que Mathilde était dans un laboratoire de microfluidique et elles ont monté ensemble un projet pour essayer de développer des systèmes microfluidiques qui soient dédiés à la production de plaquettes. Et donc elles ont obtenu un financement, elles ont recruté quelqu'un en postdoctorat et donc moi je les ai rejointes à ce moment-là. Et après, donc il y a eu l'organisation des recherches, elle s'est faite via plusieurs projets de recherche en collaboration entre ces différents acteurs. Donc, le SPCI, le laboratoire INSERM de Dominique, l'entreprise Platode et puis le laboratoire de l'UTC. Selon vous, pourquoi un approfondissement vers le domaine des plaquettes et pas vers un autre figuré du sang? Alors, pour moi, la question, elle s'est jamais posée comme ça parce que je me suis pas réveillée un matin en me disant je veux travailler sur le sang. C'est vraiment moi, j'avais un bagage en physique des liquides et l'envie d'utiliser les outils de la microfluidique pour répondre à des questions de biologie. Mais je suis pas du tout biologiste, donc moi, je suis pas la personne pour poser des questions de biologie. Et il se trouve que via Mathilde, j'ai croisé Dominique qui elle était biologiste et qui avait vraiment des questions très précises à nous poser. Moi, j'ai trouvé ça très, très stimulant. Mais ce qui m'a plu au départ, c'était pas tellement les plaquettes en elles-mêmes. Alors, il se trouve que je les ai découvertes après et ça m'a beaucoup plu. Mais ce qui m'a motivée, moi, c'était vraiment d'avoir la complémentarité entre les deux personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là. Les plaquettes créées sont-elles sujettes aux problèmes de compatibilité? Alors les plaquettes, c'est assez peu immunogène. Donc il y a des groupes sanguins qui concernent les plaquettes, comme il y a des groupes sanguins ABO pour les globules rouges. Mais en général, vous ne connaissez pas votre groupe sanguin plaquettaire. Vous connaissez votre groupe sanguin des globules rouges. Parce que vraiment, si on fait une transfusion incompatible, entre un donneur et un receveur incompatible du point de vue des globules rouges, il y a des réactions adverses qui sont très très fortes. Pour les plaquettes, c'est beaucoup moins sensible. Simplement, il arrive qu'il y ait des gens qui s'immunisent, c'est plutôt les gens qui ont des transfusions répétées. Parce qu'à ce moment-là, à force d'être exposés à des plaquettes étrangères, ils développent une immunité. Et à ce moment-là, pour ce profil de receveur-là, il faut vraiment faire attention à la compatibilité donneur-receveur. On s'était rappelé de quelque chose que vous aviez dit sur la structure du poumon qui vous aurait inspiré, et c'était assez flou pour nous, et pour poser la question de manière un peu plus complète. Alors c'était pas tellement la structure du poumon, mais
Les poumons, c'est le premier lit capillaire qui est rencontré par les cellules quand elles sortent de la moelle osseuse. C'est les premiers capillaires à travers lesquels vont circuler les mégacaryocytes. Et donc, un mégacaryocyte qui sortirait incomplètement fragmenté de la moelle et qui serait emporté par la circulation sanguine, en rentrant dans les capillaires sanguins du poumon, c'est l'endroit où il serait exposé pour la première fois à un environnement où la dimension latérale du vaisseau est toute petite et les forces de cisaillement très élevées. Et donc, à cet endroit-là, c'est là qu'on termine la fragmentation. Alors, dernière question, et la question principale de notre projet. Le sang artificiel est-il possible ou est-il encore une simple utopie? Et si oui, quand? Alors, il y a plein de réponses à votre question. Le sang artificiel, déjà ce que nous on a développé pour les plaquettes, c'est pas vraiment artificiel parce que ça reste dérivé de cellules qui sont des cellules vivantes. Donc c'est pas un système qu'on construit complètement à partir de rien. Alors nous, au laboratoire, ici, on parle souvent de bio-artificiel, pour dire que c'est quelque chose qu'on construit en laboratoire, mais quand même à partir de matériel qui est vivant. Mais produire à partir de la page blanche des plaquettes, on en est quand même assez loin. Après, tout dépend de ce qu'on appelle du sang ou de ce qu'on appelle des plaquettes. Et en fait, ce qu'on fait nous en laboratoire, c'est mimer certaines caractéristiques de ces objets ou certaines fonctions. Quand on parle de suppléance d'organes, on ne supplée pas un organe, en fait, on supplée certaines fonctions d'un organe. Et donc, on peut suppléer certaines fonctions du sang, on peut suppléer certaines fonctions juste des globules rouges ou certaines fonctions juste des plaquettes. Et donc, il y a des choses qu'on sait déjà faire. Avec les dispositifs artificiels ou bio-artificiels, pour qu'ils se développent, il faudrait qu'ils fassent aussi bien en termes de suppléance qu'une transfusion, par exemple, d'un autre donneur. Donc, pour l'instant, en fait, tout dépend de comment on note les performances des uns et des autres. Et une grande partie du choix, ce sera aussi sur la faisabilité technique et économique. C'est-à-dire que pour l'instant, même les dispositifs qui fonctionnent très bien, que ce soit pour les plaquettes ou pour les globules rouges, ça reste des solutions qui sont relativement chères. En tout cas, quand on parle de plaquettes ou de globules rouges produits en laboratoire, ça reste pour l'instant des technologies qui sont à un coût dont on n'imagine pas qu'elles vont se répandre rapidement dans l'état actuel de la technologie. Mais il peut tout à fait y avoir des changements dans la disponibilité des réactifs, dans la façon de réaliser les expériences qui font que ce coût peut être amené à varier beaucoup. De la même façon que le coût de la transfusion peut être amené à augmenter beaucoup pour des raisons de sécurité sanitaire ou pour des raisons de manque de disponibilité des donneurs ou des produits du don. Donc l'équilibre, pour l'instant, il ne penche pas en faveur des produits bio-artificiels. C'est possible qu'un jour ça change. Je ne sais pas. Ça prendra des années, ça c'est sûr. Que c'est pas quelque chose qu'on développe pour l'année prochaine, a priori. C'est des temps caractéristiques qui sont plus longs. Mais voilà. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir reçus.